J'ai 74 ans. Je vis entouré de 4000 livres que j'ai lus et d'une boîte en bois que je n'arrive plus à ouvrir. Pendant 42 ans, j'ai enseigné à des centaines d'étudiants que le sens de la vie ne se trouve pas dans la réussite. Et pendant ces mêmes 42 ans, je n'ai vécu que pour ça. Mon fils a trouvé mes journaux de 1968. Il a lu ce que j'écrivais à 22 ans. Il m'a regardé et il a dit « Papa, tu as trahi quelqu'un. Ce n'était pas l'État, ce n'était pas les camarades, c'était moi. Laissez-moi vous raconter comment on peut passer toute une vie à avoir raison sur tout et à se tromper sur l'essentiel. Je suis né en 1950 à Besançon, fils d'un comptable et d'une institutrice. Une maison silencieuse. Les livres étaient permis, les émotions, non. Mon père ne criait jamais, il se taisait, ce qui était pire. Ma mère souriait d'une façon qui indiquait que tout allait bien, même quand rien n'allait. J'ai appris très tôt que les idées étaient plus sûres que les sentiments. Qu'on pouvait débattre d'une idée, la défendre, la réfuter, mais qu'un sentiment vous laissait nu, sans argument. Je suis arrivé à l'université de Lyon en 1967, avec Camus sous le bras, et la certitude absolue que le monde devait être refondé. Puis mai 1968 est arrivé, et j'étais prêt, où je croyais l'être. Dans le campus occupé de la Doua, je rédigeais des manifestes à minuit avec des doigts tachés d'encre de duplicateur. Je discourais devant 300 étudiants dans l'amphithéâtre occupé. Je dormais sur place avec un sac de couchage et Sartre comme oreiller. C'est à la barricade de la rue de la République qu'une pierre mal lancée, la mienne, a ricoché sur une grille de fer et m'est revenue en plein visage. Je suis tombé. Un camarade m'a retenu. Quelqu'un a crié « Bernard est tombé » et pendant 10 secondes, j'ai été un martyr. Puis je me suis relevé, le nez cassé, la fierté intacte, et j'ai continué. Ce nez n'a jamais été redressé. J'ai dit pendant 50 ans que c'était un accident de vélo. C'est là qu'il faut commencer, enfin, avec ce mensonge, si petit, si banal, un nez cassé dont on n'avoue pas la vraie cause. Parce que si vous comprenez pourquoi j'ai menti sur quelque chose d'aussi insignifiant, vous comprendrez pourquoi j'ai menti sur tout le reste pendant un demi-siècle. Dans les assemblées de 68, je citais souvent une phrase que j'attribuais à un étudiant anonyme. Je la connaissais par cœur parce que je l'avais écrite moi-même, à 2 heures du matin, dans mon journal, après une nuit de débat qui avait duré jusqu'à l'aube. Un homme qui choisit la sécurité au lieu de la vérité est déjà mort. J'avais 22 ans. Je croyais vraiment que c'était vrai. Je croyais vraiment que je n'étais pas cet homme-là. En juin 1968, quand De Gaulle a convoqué les élections et que la marée a commencé à se retirer, je suis rentré chez moi, pas d'un coup, progressivement, comme presque tout le monde. D'abord j'ai dit que je reviendrais. Ensuite j'ai dit que la stratégie avait changé. Ensuite je n'ai plus rien dit. Alain et Rémi, mes 2 camarades les plus proches, ceux avec qui je rédigeais les tracts à 3 heures du matin, ont été arrêtés la semaine suivante dans une assemblée à laquelle j'avais choisi de ne pas assister. Je ne leur ai jamais rendu visite en prison. J'ai perdu le contact en 1970. Je ne les ai jamais cherchés. En 1975, j'avais mon doctorat en philosophie et un poste d'assistant à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'avais transformé la trahison en trajectoire, et j'étais doué pour ça. J'ai épousé Claire en 1976, une femme intelligente, chaleureuse, qui aimait les idées de Bernard Lacroix, mais avait besoin de l'homme en dessous. Un homme que Bernard Lacroix n'avait jamais appris à être. Nous avons eu Mathieu en 1978, Théo en 1986. J'enseignais le jour, j'écrivais des articles académiques le soir. J'étais respecté, cité,
promu. Chaque année qui passait, la boîte en bois avec les journaux de 1968 montait d'une étagère. D'abord la basse, puis la moyenne, puis la haute, puis le grenier. En 2001, Claire a demandé le divorce. Elle a dit qu'elle avait passé 25 ans mariée à une bibliothèque. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas de mots, moi qui avais des mots pour tout. Vous voyez le motif. L'homme qui enseigne la liberté parce que c'est la seule façon d'en être proche sans la pratiquer. L'homme qui cite Sartre parce que Sartre dit tout ce qu'il sait être vrai et n'a pas le courage de vivre. La salle de cours comme confessionnal, confesser, au nom de philosophes morts, les péchés qui sont les siens. Et quand les étudiants sortaient inspirés, Bernard rentrait dans l'appartement vide et ouvrait le vin seul. Chaque dimanche de son enfance, j'emmenais Théo au marché. Nous achetions du pain, des fromages, parfois des livres d'occasion. Et je lui parlais de Camus, de Beauvoir, de la responsabilité individuelle, de la nécessité de vivre selon ses convictions. Théo écoutait avec ses yeux qui ressemblaient à ceux de Claire, attentifs, qui enregistrent tout. Il avait 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je lui donnais des cours de philosophie en lui achetant du mimolette. Ce que je ne lui donnais pas, moi, Bernard, l'homme avec le nez cassé et la boîte au grenier. Un dimanche d'octobre dernier, Théo est arrivé avec une boîte en bois sous le bras. Il avait aidé à nettoyer le grenier après une infiltration d'eau. Il l'a posée sur la table de la salle à manger. Je voulais dire que c'était de la vieille paperasse. J'avais préparé cette phrase. Mais quand j'ai vu la boîte sur la table, je n'ai pas pu parler. Théo ne l'a pas ouverte. Il a dit « Je reviens dimanche prochain ». Et il est parti. Pendant une semaine entière, j'ai circulé autour de cette boîte comme une planète piégée dans une orbite que je n'avais pas choisie. Le jeudi à 2 heures du matin, je l'ai ouverte seule. Les tracts miméographiés, le papier jauni, l'encre délavée, mais les mots intacts. Les photos, moi au mégaphone, moi à la barricade, moi enlacé avec Alain et Rémi un soir de petite victoire. Le journal. J'ai lu 3 pages. J'ai refermé. J'ai rangé. J'ai pris un verre de Côte-du-Rhône à 2h23 du matin et je me suis dit, je n'ai pas à montrer ça à quelqu'un, c'est à moi. J'ai mal dormi. J'ai rêvé de Rémi qui prononçait mon nom à voix haute dans une assemblée à laquelle je n'étais pas venu. Le dimanche suivant, Théo est revenu. Il a sorti son téléphone. Un historien avait publié un livre sur le mouvement étudiant de Lyon en 1968, avec des photographies. Une des photos avait été partagée sur une page d'histoire locale, avec la légende « Sait-on qui est cet étudiant ?» Un jeune homme grand, né encore droit, tenant un mégaphone dans un amphithéâtre occupé. Théo m'a montré la photo. Il a attendu. J'ai regardé pendant 11 secondes. Puis j'ai dit « Mon nez était encore droit ». C'est la première chose vraie que j'ai dite en des décennies. Théo est resté silencieux. Puis il a dit simplement « Raconte ». J'ai raconté, mais la version éditée. La version où j'étais un participant, pas un organisateur. La version sans Alain et Rémi. La version sans la semaine où je suis rentré chez moi. Théo a écouté, calme. Puis il s'est levé. Il est allé à la boîte. Il l'a ouverte. Je ne l'ai pas arrêté. Mes mains tremblaient trop. L'arthrite et la peur, impossible à distinguer. Il a pris le journal. Il a trouvé la page. Il a lu à voix haute. Un homme qui choisit la sécurité au lieu de la vérité est déjà mort. Il a levé les yeux vers moi. Il a dit « Papa, tu m'as cité cette phrase pendant toute mon enfance. Tu l'attribuais à un étudiant anonyme.
C'est toi qui l'avais écrite. Et tu as choisi la sécurité. Toute ta vie. L'horloge à pendule a sonné 16 heures. La lumière de l'après-midi est entrée par la fenêtre ouest. Les 45 minutes où je m'arrête normalement de lire et regarde simplement la rue en pensant. Ce jour-là, je n'ai pas pu regarder. Je n'ai pas répondu à Théo. Il n'a pas insisté. Il a remis le journal dans la boîte. Il a pris son manteau. À la porte, il s'est retourné. Il a dit « Papa, je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être là. » La porte s'est fermée. J'ai appelé l'université la semaine suivante et demandé le contact de l'historien qui avait publié le livre. Un homme de 45 ans, nommé Frédéric Blanc. Il est venu à l'appartement un mardi après-midi. Il était poli, enthousiaste, me traitait comme une source historique précieuse. Il posait des questions. Je répondais, cette fois avec plus de vérité. Quand j'ai mentionné Alain et Rémi, Frédéric s'est arrêté d'écrire. Alain Martel? Rémi Couder? Oui, Monsieur Lacroix. Alain Martel est mort en 1987, cirrhose. Rémi Couder est professeur retraité à Grenoble. Je l'ai interviewé l'année dernière. Une pause. Il vous mentionne dans le livre. Il dit que vous étiez le meilleur rédacteur du mouvement et que vous avez disparu en juin 68 sans dire au revoir. J'ai demandé à Frédéric de partir. J'ai fermé la porte. Je suis resté debout dans le couloir pendant un temps que je ne suis pas capable de mesurer. Alain était mort depuis 37 ans. J'aurais pu le chercher. J'aurais pu savoir. J'avais choisi de ne pas savoir, parce que ne pas savoir était plus confortable que ce que je risquais d'apprendre sur moi-même. Voilà le vrai visage de la sécurité. Ce n'est pas la lâcheté ordinaire. C'est quelque chose de plus subtil, de plus respectable en apparence. C'est l'homme cultivé, qui utilise son intelligence pour construire des raisons élégantes de ne pas faire ce qu'il sait devoir faire. Pendant 50 ans, j'avais été cet homme. Et je n'avais même pas eu besoin de mentir à voix haute. Je m'étais simplement tu, avec tout le raffinement d'un professeur de philosophie. Un mercredi soir à 23 heures, j'ai appelé Théo. Il n'avait jamais reçu d'appel de moi à cette heure-là. Il a décroché, inquiet. J'ai dit seulement « J'ai besoin que tu m'emmènes à Grenoble samedi. » Pourquoi? Il y a un homme là-bas à qui je dois des excuses depuis 50 ans. Silence de 3 secondes. Je serai là à 8 heures. J'ai raccroché. J'ai regardé la boîte en bois sur la table. Je l'ai ouverte, non pour cacher, mais pour prendre la photo de 1968. Celle où je suis enlacé avec Alain et Rémi. Je l'ai portée dans la chambre. Je l'ai posée sur la table de nuit. J'ai dormi. Pas bien, mais j'ai dormi. Le samedi matin, Théo était là à 8 heures. Nous avons fait le trajet vers Grenoble presque en silence. Le type de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Quelque part après Voiron, Théo a mis de la musique. Brel, ce qui était soit une coïncidence, soit une provocation affectueuse. J'ai décidé de l'interpréter comme les deux. Rémi Couder vivait dans un appartement modeste du centre de Grenoble. Plus petit que moi, plus rond, plus rouge. La vie avait été physiquement plus généreuse avec lui, ou du moins plus honnête. Cheveux blancs courts, des mains larges qui gesticulaient encore quand il parlait. Il a ouvert la porte et nous nous sommes regardés pendant 4 secondes. Puis il a dit « Tu as enfin le même nez qu'en 68 ?» Je n'ai pas compris. Il a pointé son propre nez, tordu lui aussi, depuis une chute différente. Nous avions tous les deux des nez cassés. Nous ne l'avions jamais remarqué. Théo a ri. Puis j'ai ri. Un rire inattendu, physique, involontaire. Le premier mouvement émotionnel, genuinement non contrôlé, que j'avais eu depuis des années. Nous avons déjeuné dans un restaurant simple. J'ai présenté mes excuses. Non pas la phrase préparée depuis 50 ans, mais les vrais mots, plus petits, plus maladroits, plus vrais. Rémi a dit qu'il n'y avait rien à pardonner, que tout le monde était en fuite en 68, que certains fuyaient vers l'extérieur,
que moi je fuyais vers l'intérieur. C'est tout. Puis il a dit quelque chose que je n'ai pas pu noter parce que mes mains tremblaient trop. Le contraire du succès, ce n'est pas l'échec. C'est la vie non vécue. J'ai voulu répondre avec Heidegger. J'ai voulu faire une remarque sur l'authenticité et l'être vers la mort. Vieille habitude. Mais Rémi me regardait de la façon dont Théo me regardait parfois, en attendant l'homme, pas le professeur. Alors j'ai dit simplement « Oui, tu as raison ». Et c'est la première fois en 40 ans que j'ai dit ces mots sans les qualifier immédiatement. Il n'y avait rien à pardonner, avait-il dit. Ce qui était, d'une certaine façon, plus difficile à recevoir que le pardon. J'avais passé 50 ans à me préparer pour un homme qui avait besoin de moi. Rémi n'avait besoin de rien. Sa vie s'était construite sans moi. Alors ce que je gardais depuis 50 ans, à qui l'offrais-je finalement? Ce soir-là, de retour à Lyon, je me suis assis à la table, non pour lire, mais avec un cahier vierge et le stylo Mont-Blanc. Les mains faisaient mal. J'ai écrit lentement, avec une écriture plus petite que d'habitude. Pendant 40 minutes. Ce que j'écrivais n'était pas destiné à la publication. C'était pour Théo, pour Mathieu, pour Claire, pour Alain qui était mort sans savoir que je me souvenais, pour Rémi qui avait survécu sans avoir besoin que je me souvienne, et pour le jeune homme de 22 ans qui avait écrit la vérité à 2 heures du matin en 1968 et avait passé 50 ans à la fuir. Le lendemain, j'ai appelé Mathieu. Pas le dernier vendredi du mois. Un mercredi, sans raison particulière. Il a décroché, confus. J'ai dit, je voulais juste entendre ta voix. Silence. Papa, tu vas bien? Je commence. Voilà où j'en suis. J'ai 74 ans. L'arthrite dans les mains empire doucement. Les médecins disent que c'est normal, que l'évolution est typique, qu'il faut s'y adapter. Théo vient déjeuner le dimanche maintenant. Pas toujours, pas chaque semaine, mais régulièrement. Nous parlons de sa classe, de ses élèves, d'un film qu'il a vu, de 1968 parfois. Il enseigne cette période, et maintenant il peut demander à quelqu'un qui y était. La boîte en bois est toujours sur la table. Je ne l'ai pas rangée. Je ne l'ai pas non plus jetée. Elle est là, ouverte, comme une chose ordinaire. Ce n'est pas réparé. On ne répare pas 50 ans de silence autour d'une assiette de fromage le dimanche. Claire vit à Bordeaux avec son vigneron et ses mains de femme qui travaillent la terre, tout ce que je n'ai jamais été. Mathieu et moi parlons une fois par mois, parfois deux. C'est fragile, c'est incomplet, mais c'est commencé. La phrase que j'ai écrite à 22 ans, un homme qui choisit la sécurité au lieu de la vérité, est déjà mort. J'ai passé ma carrière entière à la citer comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Comme si c'était la sagesse d'un inconnu, belle et sans conséquences personnelles. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on ne peut pas énoncer une vérité sur soi-même et continuer à vivre comme si on ne l'avait pas prononcée. Les mots ne disparaissent pas, ils attendent. Dans les journaux au grenier, dans les yeux d'un fils qui enseigne l'histoire, dans le nez tordu d'un ami qu'on croyait perdu. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai trouvé la vie à 74 ans. Je suis en train de vous dire que j'ai arrêté de faire semblant qu'elle était ailleurs. Dans les livres, dans les articles publiés, dans les promotions universitaires, dans les phrases de Sartre que je déclinais avec élégance depuis une chair qui me protégeait de tout. La vie n'était pas dans ces endroits. La vie était dans la boîte en bois, dans le nez que je n'ai jamais fait redresser, dans les dimanches que j'ai passés à parler de liberté à un enfant, au lieu de lui montrer comment on la cherche, maladroitement, douloureusement, sans garantie. Rémi avait raison. Le contraire du succès n'est pas l'échec. C'est la vie non vécue. Et la vie non vécue ressemble exactement à cela. Respectable, productive, citée dans les revues académiques,
est terriblement, précisément, vide. Si vous regardez cette vidéo et qu'il y a quelque chose de vrai sur vous que les personnes qui comptent ne savent pas, quelque chose que vous gardez depuis des années sans savoir exactement pourquoi, je vous pose la question que Théo m'a posée sans le formuler ainsi. Jusqu'à quand? Dans la plupart des cas, il n'est pas trop tard. Dans la plupart des cas, la réponse est encore possible. Je suis Bernard Lacroix. J'ai 74 ans. Un nez que je n'expliquerai plus jamais comme un accident de vélo. Et je commence. Y a-t-il dans votre vie une vérité que vous citez comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre?